Salut à tous et bienvenue à la séance de écoculture sur les données et les dollars. Alors, je suis docteur Sarah et je suis l'organisatrice de cette séance. Et si vous voulez vous joindre à une conversation sur les médias sociaux, vous utilisez l'hashtag. Nous avons l'interprétation simultanée pour cette séance-ci. Vous pouvez choisir le français ou l'anglais et cliquer sur l'option en haut de votre écran. Et vous pouvez poser des questions en français et vous allez voir qu'il y a une grande assistance si vous placez votre question dans la fenêtre de clavardage. Mon collègue Alexis va les regarder et les poser pour vous également. Nous allons effectuer un tour de table et par la suite, nous reviendrons pour la période de questions. Et maintenant, je veux faire une reconnaissance des territoires. Alors, alors que nous nous retrouvons aujourd'hui sur une plateforme virtuelle, j'aimerais prendre un moment pour reconnaître l'importance des terres et que nous appelons chez nous, d'un océan à l'autre du Canada. Nous reconnaissons le territoire ancestral et non cédé de tous les Inuits et Métis et membres des Premières Nations qui considèrent ce pays comme un foyer. Par exemple, je suis à Toronto aujourd'hui. Nous nous trouvons sur les territoires traditionnels de Mississauga, de Cree et des Haudenosaunee, des Anishinaabe, des Hurons-Wendat, mais aussi dans une ville, le rassemblement est important pour les Autochtones de tout le Canada, y compris les Métis et les 10 Premières Nations de Montréal, de Québec, comprennent les Cris, les Mishnakos, les Napaki, les Algonquins, les Montagnais, les Abénakis, les Mohawks, les Atikamekw et les Hurons, les Malécités. De Montréal abrite une importante communauté inuite. Nous reconnaissons le peuple de ces terres pour réaffirmer notre engagement et notre responsabilité pour l'amélioration. Et ceci est dans l'esprit de la réconciliation des peuples. Alors, voici une stratégiste bilingue qui travaille sur l'innovation et les changements. Et elle est dans l'industrie de la culture. Elle a des initiatives de stratégie et législatives également. Alors, pour perturber le monde existant, et elle travaille avec différentes parties prenantes et les bailleurs de fonds également. Elle est une stratégiste indépendante, mais elle a également été une conseillère pour des équipes pour le Centre national des arts dans la ville de Toronto également. Et elle est conseillère des politiques au patrimoine Canada également. Et avant cela, elle était la directrice de la planification pour l'art. Alors ça, c'était Kelly. Nous avons deux collègues du Conseil canadien des arts, Mme Jensen, des initiatives stratégiques. Elle est responsable de la livraison des fonds en soutien à l'information stratégique à travers le Canada. Avant, elle travaillait dans le domaine théâtral comme dramaturge et directrice de plateau. Alors, elle a travaillé pour de merveilleuses entreprises théâtrales et directrice du théâtre anglophone auparavant. Alors, Gabrielle Hénage, directeur des mesures également et de domaine de l'analyse dans le Conseil des arts pendant 13 ans. Il est responsable de recueil des données et l'engagement numérique également et la visualisation. Alors, à cette agence très importante, Alex Ethick, il est de l'Écosse, il est responsable pour les recherches de la commission, l'évaluation et les stratégies sur les données. Il a travaillé en recherche, il a travaillé avec les politiques publiques avant de se spécialiser dans le domaine de la culture. Il a été au centre des valeurs culturelles pendant la pandémie également. Alors, Michael Trent, par la suite, est le directeur de l'art de la scène à la Fondation des Arts. Alors, elle a plus de 30 ans de carrière. Elle a contribué
au développement en tant que chorégraphe du domaine de la danse, directeur artistique et d'autres rôles. Il a parti 8 ans pour le Death Maker à Toronto et dans l'organisme artistique au niveau national et provinciaux également. Alors, l'évaluation des formations. Alors, je les ai présentés en termes de leur, un peu de leur histoire et de leur rôle. Et nous allons un peu parler sur de quelle façon ils entrevoient les données en tant qu'agence. Et nous allons commencer avec Kelly. La parole est à vous. Merci, Sarah. Est-ce que le son est bon? Oui, bien sûr. Merci. Alors, merci beaucoup de m'avoir invité à ce merveilleux événement. J'ai bien aimé le processus d'hier et bien sûr d'aujourd'hui également, tel que Sarah l'a mentionné. Je suis la directrice de la stratégie pour le Fonds des médias canadiens. Alors, nous fournissons, nous sommes des bailleurs de fonds en fait pour tous les domaines et nous faisons la promotion du contenu canadien pour les Canadiens et pour les services canadiens également. Alors, nous livrons 350 millions de dollars par année. Nous sommes une très petite équipe de 13 personnes, quelque peu, puis nous travaillons avec Téléfilm Canada, avec lequel nous avons une entente de service. Alors, c'est essentiellement ce que nous faisons. D'autres mots, vous pouvez vous imaginer à quel point tout est en train de changer, comme le contenant visio et également l'accès au contenu et l'en place du système de diffusion. Se basant sur ce modèle. Le modèle que nous avons aujourd'hui pour le financement, d'une part, nous sommes concentrés sur le contenu linéaire télévisé et d'autres sur les médias numériques comme AR, VR, etc. Alors, c'est très petit en raison des fonds que nous fournissons. Beaucoup est sur le côté de la télévision et les données que nous utilisons pour décider, mesurer, évaluer ce modèle à environ une quinzaine d'années. Donc, les données et le virage par les données est fondamentalement important pour nous parce que, par exemple, avec le FMC, nous sommes en train de bâtir un modèle et ce n'est pas de regarder de quelle façon nous avons bien fait les choses jusqu'à date, mais la plus grande question, c'est faisons-nous la chose à faire qui est bonne. Bon, alors, d'une perspective culturelle, il faut s'assurer que les Canadiens aient accès au contenu canadien, plus particulièrement pour ceux qui ne pourraient pas y arriver sur le marché sans l'aide gouvernementale pour les documentaires, etc. Alors, c'est l'endroit sur lequel nous sommes actifs du côté linéaire. Alors, nous nous posons plusieurs questions. Et la réalité, c'est que l'ensemble des données que nous détenons peut nous aider à répondre à certaines questions, mais ça peut aussi nous diriger vers une orientation qui soit plus problématique. Alors, nous avons plusieurs systèmes qui sont les piliers principaux de qu'est-ce que nous avons utilisé par le passé. Il y a des écarts, nous en avons parlé lorsque il y a eu le panel hier de la diversité et de la parité. Et également, nous avons une consultation à partir du Conseil et nous plongeons dans le vif du sujet. Nous avons des données qualitatives et quantitatives avec les différentes notions de notre industrie. Cette année, tout a changé. Nous avons effectué une consultation qui vient tout juste de se terminer avec plus de 1000 participants d'un océan à l'autre et à l'autre. Alors, ce que nous voyons, quels sont les écarts de ces ensembles de données et nous travaillons avec les gens qui travaillent au sein de l'industrie directement à cet égard-là. Alors, sachant ce que nous savons et ne sachant pas ce que nous ne savons pas, eh bien, nous voulons aller de l'avant avec une exploration dans le domaine pour voir de quelle façon nous pouvons
allons nous rediriger, réorienter à partir de maintenant. Alors, maintenant, je demanderai à Sarah de passer à la prochaine personne après moi. Oui, nous allons plonger dans les données alors que nous passons. Alors, je vais me tourner vers le Conseil canadien des arts maintenant afin de nous présenter leur travail effectué avec les données. Oui, bien sûr, je vais vous décrire rapidement le Conseil canadien des arts et puis de quelle façon notre conseil recueille les données. Alors, il est important que nous travaillons à Ottawa, premièrement, sur un territoire non cédé des Anishinaabe et nous reconnaissons cette propriété territoriale. Alors, nous avons, en tant que Conseil des arts, un mandat pour étudier tous les travaux qui sont faits dans le domaine des arts. Et cela prend la forme de, bien sûr, octroi financier. Et nous gérons également un recueil de plus de 17 000 travaux par 300 000 artistes et qui participent également au programme de l'UNESCO. Alors, nous travaillons sur les données de plusieurs différentes façons. Mon collègue Gabriel sera en mesure de vous donner un peu plus d'informations à cet égard-là. Je vais débuter en vous disant qu'en 2017, le Conseil a changé d'un modèle de financement à un autre fondé sur un autre nouveau modèle. Alors, c'est un modèle logique avec des résultats à court terme et à long terme. Alors, cela informe également tout le recueil des données qualitatives et quantitatives sur les projets qui sont financés et à quel point ils contribuent dans les projets des différentes composantes et du programme. Oui. Hello everyone, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Merci beaucoup de participer. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Alors, mon nom est Gabriel Zamfir-Nash, directeur de la recherche, de la mesure et de l'analyse des données du Conseil canadien des arts. Et tel que les allez mentionner, en 2017, il y a eu une transition du modèle d'octroi qui a été mise en œuvre, développée et mise en œuvre enfin, par le Conseil pour notre collectivité artistique. Nous voulions reconsidérer, repositionner nos activités et avec également de passer d'un rapport qui devait être téléchargé à une approche qui est beaucoup plus complète, à voir les côtés extra, les différentes approches et les résultats. Alors, quels sont les résultats avec le côté de l'audience ou du public, les résultats, quelles sont les répercussions et quels sont les résultats concrets du financement. Et par la suite, les fonds publics pour les Canadiens et pour tout le public en général. Alors, de façon plus importante de cette transformation-là, nous voulions qu'il y ait un aspect stratégique du Conseil et qui nous aide à l'aspect décisionnel, par exemple, quoi mettre en œuvre, la décolonisation, l'équité, la parité, et dans ce contexte, mesurer les répercussions de la COVID-19, quelque chose de très important également. Et cela nous aide à développer des collaborations et des partenariats avec toute la collectivité, le partage de connaissances et voir quelle est la valeur concrète du financement public. Alors, voilà,
Je vous redonne la parole. Alistair. Hi, you can hear me, hopefully. Alors, salut, j'espère que vous pouvez m'entendre. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes l'Agence nationale de développement pour l'Écosse. Nous avons... Nous nous considérons en fait comme une agence de développement. Nous avons cette année, c'est 140 millions que nous avons pu octroyer avec le financement régulier et le financement pour l'urgence de la situation. Alors, nous avons des projets qui dérivent après le financement triennal qui a eu lieu. Nous passons à travers de trois sortes, la loterie nationale, le gouvernement britannique et écossais, grâce aux différentes politiques qui ont été mises de l'avant. Alors également, nous travaillons avec les différents organismes qui ont le financement nécessaire et nous établissons quelles sont nos attentes vis-à-vis cela. Et cela fonctionne à travers les résultats économiques, sociaux et culturels. Et lorsque je parle de résultats, probablement que nous sommes encore très concentrés et c'est la raison pour laquelle, en tant que Conseil, nous voulons nous tourner vers une approche beaucoup plus focalisée, c'est-à-dire tirer des différents programmes, les nouveaux, les programmes également à un niveau très élevé, et les programmes, par exemple, pour les Jeux du Commonwealth qui aura lieu le 14 août prochain. Et alors, nous avons différents projets pour pousser de l'avant. Et je suis certain qu'il y aura d'autres difficultés vis-à-vis l'engagement numérique. Et nous devons mesurer également la diversité et l'inclusion. Alors, je vais m'arrêter ici. J'aurai plusieurs autres choses à vous dire. Merci beaucoup. Et Michael, maintenant, nous avons entendu parler de l'agence et de répercussions significatives du financement au Canada. Merci, Sarah, de votre invitation. Ça fait plaisir d'être ici avec de merveilleux collègues. Alors, cette fondation est privée. Nous sommes fondés au Canada de la famille Metcalf. Nous avons différents programmes et nous générons 2 millions par année. Nous sommes un petit joueur comparativement aux bailleurs de fonds nationaux sur cet appel. Alors, en plus d'appuyer le secteur de l'art de la scène, nous nous penchons vers l'environnement également et nous nous concentrons plus sur les travailleurs à salaire très peu élevé. Alors, pour la Fondation Metcalf, nous parlons de l'art de la scène, l'innovation, sur des programmes pluriannuels également. Alors, nous ne menons pas grâce aux données, mais leur apparition sont de différentes façons, font partie de notre travail. L'utilisation, par exemple, des données à travers 3 aspects de notre entreprise. Et c'est l'apprentissage que nous avons pour la Fondation, plus amplement parlant. Donc, la question est de quelle façon pouvons-nous aider
aider le secteur à rencontrer ses ambitions, à accomplir et réaliser ses ambitions. Alors, il faut, de façon non restreinte, recueillir le plus de données possible. Alors, il y a différentes façons de recueillir des données et de les analyser. À nouveau, nous avons des difficultés quant à la capacité autour de la donnée. Et il y a le revers de la médaille, c'est-à-dire le fardeau de recueil de données. Alors, il y a une question que l'on se posait souvent avant la pandémie et pendant ces moments très difficiles. Alors, devrions-nous être plus sensibles au fardeau que ce recueil de données peut constituer pour ceux qui travaillent chez nous? Alors, quelles sont les obligations que nous imposons pour y arriver? L'équilibre et l'harmonie doivent se rencontrer quelque part. Où se rencontrent-elles? Devrions-nous offrir le support nécessaire à nos garants? Alors voilà. Alors Michael, cela nous ouvre un tremplin vers la prochaine question. Alors vous avez parlé de ce que vous vouliez mesurer pour les agences de bailleurs de fonds et maintenant, à quoi est-ce que vous vous attendez comme résultat avec les données que vous pouvez recueillir suite à un financement? Et de quelle façon est-ce que cela constitue un virage? On se concentre, par exemple, sur le nombre de spectateurs. Et bien sûr, en Écosse, c'est la même chose qu'au Canada. Et vous êtes plutôt intéressé sur l'impact de l'expérience des spectateurs ou des audiences et que l'on parle d'organismes artistiques ou autres. Alors, c'est beaucoup plus difficile d'avoir les outils nécessaires pour recueillir des données. Alors, qu'est-ce que vous recueillez? De quelle façon vous équilibrez l'aspect qualitatif et quantitatif de ces données? Alors, est-ce que quelqu'un voudrait commencer? Je vais me tourner vers le Conseil canadien des arts parce que je sais que d'autres questions seront générées. Son micro est fermé. Désolé. Je m'excuse, parfois le petit bouton ne fonctionne pas. Bon, alors, bon, il faut mentionner quel est le rôle du bailleur de fonds, qu'il soit public ou privé, et de quelle façon le bailleur de fonds peut être un peu plus stratégique et responsable dans le recueil de données, et de quelle façon nous pouvons augmenter la collaboration pour le partage des données, bien sûr, en respectant la confidentialité et de ces données. Alors, nous ne pouvons pas... Bon, bien sûr, il faut considérer toutes les approches, mais c'est la responsabilité du bailleur de fonds qui est déterminée lors du recueil des données. Alors, quoi recueillir, quand et pourquoi? La perspective du Conseil des arts, est-ce que j'ai dit, ces 4 dernières années, nous avons connu un énorme virage dans le recueil des données. Alors, cela devrait refléter le flux de trésorerie de finances, par exemple, les gens qui en font la demande. Et souvent, on nous dit, pourquoi ne prenez-vous pas tous les renseignements nécessaires et comment vous desservez votre collectivité et ajoutez cette augmentation. Alors, qui place une demande d'octroi et qui l'obtient, l'inclusion. Et il est important d'avoir un accès du
profil des candidats qui réussissent à obtenir un octroi. Par exemple, nous avons des rapports d'activité, nous les appelons soit des rapports en intérim ou finaux, et les données que nous recueillons font partie de cette activité-là, et cela nous aide à mesurer, évaluer les audiences, le public, l'impact des octrois et les récipiendaires. Donc, il est important de collaborer ensemble. Il faut trouver d'autres bailleurs de fonds et d'autres joueurs également. Et cela devient de plus en plus important de mesurer et d'écrire un rapport sur les octrois et la valeur qu'ils ont sur l'art et sur notre société. Alors, par exemple, il y a des nouvelles approches pour les recherches qui sont très importantes. La décolonisation de la méthodologie de recherche et le traitement des données sont importants si on veut obtenir tous les renseignements possibles sur les octrois. Par exemple, nous avons le projet dédié aux Autochtones et de quelle façon on peut engager cette collectivité dans un projet de recherche pour l'autodétermination et la souveraineté des Autochtones. Alors, aujourd'hui, nous avons une belle étude de cas, quelques exemples des répercussions, de quelle façon on utilise ces données pour la stratégie des fonds mis à la disponibilité pour les octrois. Maintenant, alors, pour parler de ces aspects-là, je vais passer la parole à ma collègue. Non, avant que on passe la parole à votre collègue, vous avez parlé de quelque chose de très important au sujet des Autochtones. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les outils que vous utilisez, de quelle façon ça serait différent de la façon traditionnelle de recueillir des données? Et par la suite, nous passerons à votre collègue. Alors, oui, premièrement, il y a eu un projet et ça a été un grand apprentissage pour moi, pour les Autochtones. Par exemple, nous avons parlé de la valeur des fonds publics pour aider les collectivités. Alors, il y a une approche de base et une notion de l'événement et des répercussions. Pour ce genre de projet, par exemple, de quelle façon on place les personnes dans un rôle administratif, un cercle consultatif, des conseillers, des représentants de la collectivité. À travers ce processus-là, nous nous tournons vers la collectivité. Archipel est une façon de procéder, de s'engager vis-à-vis les Autochtones, et cela doit nous venir de la part des joueurs de cette collectivité autochtone. Alors, ce que nous voulons, c'est créer un projet pour la collectivité autochtone. La méthodologie est créée et nous avons eu des sondages également et qui ont donné des résultats très différents de l'approche occidentale. Alors, oui, bien sûr. Alors, Lisa, nous vous cédons la parole. Oui, merci. Nous avions pensé qu'il serait intéressant de parler de fonds numériques et de quelle façon nous faisons de recueil de données pour cela. Alors, c'est un fonds qui s'est terminé à la fin du mois de mars, un investissement de quelques millions dans le secteur des arts pour appuyer la transformation numérique, et le Conseil a l'intention de continuer à offrir le soutien à la transformation numérique à tous. Alors, nous nous retournons vers le Fonds de stratégie nationale. Nous nous penchons sur qu'est-ce qui a fonctionné et de là prennent naissance d'autres initiatives. Par exemple, les données quantitatives d'un profil et lors de la demande qui est présentée, et nous parlons directement avec les directeurs
consommateurs des différents projets pour voir ce à quoi ils voudraient avoir accès. Et en termes d'évaluation de ces activités et des stratégies, nous avons une analyse qualitative de toutes les demandes qui ont réussi, qui nous ont aidés à comprendre certaines choses, de quelle façon ça répercute les personnes et que ça les aide à réaliser leurs projets. Et également, nous avons un exercice de partenariat, si vous voulez. Lorsqu'on a un projet, il est bon d'avoir poursuivre une initiative du genre plusieurs partenariats. Nous avons procédé à une visualisation également et ça a été merveilleux. Nous avons trouvé qu'il y avait comme 31 pays partenaires, une soixantaine de demandes, 3000 partenaires et il y a également des sondages sur les répercussions. Nous avons donc tiré des données qualitatives, quantitatives à travers les groupes de concertation, des entrevues et tout cela. Et ces gens sont compensés monétairement pour le temps qui est pris. Alors, qu'est-ce que vous recueillez et qu'est-ce que vos personnes recueillent, vos partenaires? Eh bien, nous sommes au soutien de 400 entreprises et c'est la façon dont nous recueillons sur le côté linéaire, télévisé et aussi bien par médias numériques également. Nous donnons des fonds aux petites entreprises de production, par exemple. Bon, nous avons le genre de relation avec octroyeurs et octroyés, par exemple, et de cette façon-là, nous pouvons recueillir les données avec qui ils travaillent, le genre, la parité, l'inclusion, et il y a certains changements cette année qui a fait que nous avons amélioré la précision et la normalisation du recueil des données dans ces secteurs-là. Je vais peut-être y plonger plus amplement un peu plus tard. L'importance des données lorsque nous en arrivons à l'aspect décisionnel nous vient des entreprises médiatiques et nous avons les performances qui sont allouées à environ 35 aspects comme de clients comme APTN par exemple qui en est un. Lorsqu'on en arrive à des octrois, ils ont des montants auxquels ils ont accès à tous les ans, bien sûr. Il y a des exigences et la série de matrices ou de paramètres qui sont considérés sont les audiences ou le public, si vous voulez. Alors, nous avons également des paramètres sur la parité des genres ajoutés dans le calcul et cette année, l'inclusion dans les groupes à la recherche de parité au sein de la Commission. Alors, la façon dont ça fonctionne aujourd'hui, c'est que ces entreprises nous soumettent toutes les données sur les entreprises que nous finançons. Alors, le FMC ne décide pas quel spectacle va aller de l'avant, mais nous obtenons les données de la part du Conseil des arts et la tierce partie, Numerus, qui est le plus grand organisme, si vous voulez, de recueil de données et qui regarde le contenu également, qui examine tous les contenus qui sont produits. Alors, oui, c'est en pleine évolution, mais bien sûr, il y a des écarts autour de la structure. Il y a des écarts régionaux également, d'où provient la production et tout cela, et du côté socio-démographique et culturel. Alors, il y a beaucoup de données manquantes sur la parité à ce stade-ci, entre autres. Et à cause de cet écart et la nature de notre système, si vous cumulez tout cela ensemble et la façon dont les Canadiens obtiennent du contenu à partir de pluriplateformes, ils prennent des décisions bien au-delà de notre système de diffusion. Nous en sommes à un virage fondamental
mondiale. En parlant de qu'est-ce que ça veut dire pour les Canadiens d'avoir accès à ce contenu et à partir d'où devraient-ils en prendre l'accès. Alors, les différentes plateformes, c'est là où nous nous retrouvons aujourd'hui. Nous nous penchons sur du contenu linéaire et rationalisé avec d'autres services, aussi bien que des médias numériques, également par prolifération de toutes les plateformes disponibles. Alors, ces contenus auxquels nous octroyons des fonds, il faut avoir des précisions sur qu'est-ce que cela signifie. C'est la prochaine question. Alors, nous en sommes à comment considérer un contenu, par exemple, jeu vidéo créé par une entreprise et qu'il distribue sur une plateforme en ligne comme Steam, par exemple. Alors, il faut mettre ensemble et dresser le portrait de comment ces contenus sont consommés sur le plan interne et externe à l'international. Donc, voir quelles sont les différentes sources qui sont là à travers le monde, de quelle façon c'est recueilli et avoir une image de quelle façon nos fonds se concrétisent. Alors, il y a une des équipes qui se rapporte à moi, par exemple, qui fait du travail qualitatif et qualitatif. Et nous avons donc ces deux équipes qui se rapportent à moi et c'est là que nous demandons des recherches. Nous travaillons en partenariat avec différents organismes pour essayer de dévoiler quels sont les écarts que nous avons. Alors, c'est un moment important de transformation et c'est extrêmement important de nous aider à mettre la main sur les données pour le côté décisionnel pour l'avenir. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Et dans vos conversations, on a parlé de la tension entre évaluer les organisations des arts du secteur à but non lucratif et en traversant différentes dimensions, différentes disciplines jusqu'aux organismes à but lucratif. Donc, c'est intéressant qu'on ait touché un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'on collecte, qu'est-ce qu'on s'attend à recueillir comme données? Alors, c'est sûr que pour des petites organisations, c'est un petit peu plus compliqué. Et comment est-ce que l'on rentre tout cela dans un contexte où on cherche des données qualitatives aussi? Alors, je pense qu'il faut qu'on commence par ce qui est le plus important, représentatif, et donc, dans le fond, recueillir toutes les données et ensuite faire le tri. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de pression qui vient aussi du gouvernement et des législations qui nous poussent à à collecter des données dans certains domaines et ensuite on prend des décisions par rapport aux méthodologies et dans beaucoup de cas, la quantité de données est bien présente. Ensuite, c'est la qualité qu'il faut mesurer. Il y a eu des bonnes avancées, juste pour vous donner un exemple. Mobilité sociale a demandé une collecte de données afin de promouvoir l'inclusivité. Donc, c'était une étude très ciblée pour la mobilité d'une certaine catégorie de personnes. Et donc, on a approché la question de façon différente par rapport à ce que traditionnellement on aurait fait dans les focus groups. Et dans d'autres domaines, on a essayé de développer notre propre méthodologie. Et par exemple, on s'est penché sur des secteurs comme la santé, le bien-être, la cohésion communautaire et d'autres secteurs dans lesquels, des secteurs que l'on finançait, donc pour lesquels on baillait des fonds. Donc, je pense que ce qui est important, c'est aussi le problème pour nous, c'est
que le développement qualitatif, le développement quantitatif n'est pas toujours aussi précis qu'on voudrait. Et c'est sans doute la première étape qu'il faudrait suivre pour s'assurer que l'on puisse avoir recueillir des données qui soient utilisables, signifiantes. Donc, quand on s'est penché sur certains groupes, that burden that they feel from our monitoring and evaluation starts to pay dividends, and we begin to win those hearts and minds. Great, thank you. Yeah, that's really a very, very important point about the kind of collaborative. Alors, c'est très important la question du partage de données et de la collaboration que vous avez souligné. Là, The limitations vous in your own in the foundation avez parlé de vos propres activités dans la collection de données pour les fondations. Pouvez-vous nous parler un petit peu before we go to the audience, maybe kick off a bit of what you. Pouvez-vous nous donner une idée de ce que vous voyez comme être la tendance, ou plutôt qui sera la tendance dans le post-Covid, en termes de données qualitatives que vous recueillez? Sure. I think that my answer to the question is what do we Ma réponse à la question, c'est d'abord, ça dépend beaucoup de ce qu'on collecte et ensuite ce que l'on fait avec les données. Mais en amont, il faut voir le but de cette collecte de données. Donc, lorsque l'on offre des fonds à une organisation pour qu'elle ait un impact sur la communauté, on intervient dans des domaines très spécifiques. Le leadership, ça va du leadership individuel au programme de formation, de stage. Et tout ça, c'est guidé par ce que l'on souhaite apprendre, comment est-ce que l'on veut que notre carrière change. Et donc, c'est basé sur des expériences beaucoup plus personnelles que générales. Et du point de vue de l'organisation, ce qu'on cherche, nous, c'est l'innovation. Donc, on pense à créer un contenant ou un ensemble pour que les organisations puissent échanger sur les défis qu'elles affrontent. Et étant donné que c'est très disparate d'une organisation à l'autre, on ne veut pas leur dire à l'avance que voici les métriques qu'il faut appliquer. Alors, on leur dit plutôt: qu'est-ce que ça signifie, le succès pour vous? Dites-nous quelles sont les mesures du succès à partir de vos attentes, de vos ambitions. Et ensuite, on veut entendre comment s'est déroulée l'expérience de leur côté. Alors, on croit profondément dans le fait que l'échec fait partie du parcours aussi. Alors, on veut qu'ils nous parlent de tout le parcours, pas simplement de ce qui a bien fonctionné. Donc, tout le parcours en amont jusqu'à la fin, jusqu'au succès. Et on a une approche qui est le W3, qui est une stratégie d'apprentissage actif qui est axée sur certaines questions. Pourquoi et maintenant, à partir de maintenant, quoi? Alors, dans nos mécanismes de rapport, on veut valider ce que fait une organisation par rapport à son intention. Parce que ce n'est pas suffisant de se dire on veut apprendre pour que les ambitions soient remplies. Donc, c'est très bien l'idée d'apprendre, mais ensuite, qu'est-ce qui découle de l'apprentissage qui a été fait? Et quelles sont les actions qui en découlent? Alors, on leur pose la question, quelle va être la prochaine approche que vous allez adopter pour vraiment promouvoir un changement au sein de votre communauté? Et donc, ça, c'est un petit peu le cadre d'apprentissage dans lequel on opère dans notre programme. Maintenant, en termes de changement, ce qu'on voit changer, on voit qu'il y a de plus en plus de fatigue au sein du secteur. Et ça se manifeste de différentes façons. Et pour revenir sur le point du poids de la collecte de données, on dit toujours au départ qu'on laisse le soin à l'organisation
ou à l'agence de déterminer quelles sont les méthodes, les métriques. Donc ça nous enlève le poids de devoir remplir des attentes externes qui sont plus directement reliées à la culture de l'organisation avec laquelle on interagit. Donc, on se rend compte que les gens souvent n'ont pas les compétences pour comprendre et pour faire de la collection de données d'une certaine façon. Donc, on se pose la question, quelles sont les stratégies qu'on doit mettre en place pour aider les organisations à identifier comment est-ce qu'ils peuvent s'améliorer dans la collecte de données. Et encore plus important, comment traiter ces données après pour leur donner du sens. Merci. On a quelques minutes encore et on a des très bonnes questions de la part des participants. Alors, vous nous avez donné matière à réflexion. Les questions, la qualité des métriques pour le financement dépendent de beaucoup de l'identification des demandeurs. Donc, je sais que c'est souvent difficile d'identifier des applicants ou des demandeurs qui ne s'identifient pas au départ, mais comment vous y prenez si vous souhaitez que les demandeurs restent non identifiés? Donc, si vous pouviez nous parler un petit peu de ça. Et je vais commencer par Kelly. Alors, la seule façon de savoir si on en sait assez, c'est de travailler avec des organisations qui représentent les communautés sur lesquelles on veut en apprendre davantage. Donc, le point de départ pour nous, c'est le partenariat avec nos collègues, les autres agences de bailleurs de fonds, et les amener à la table et offrir des outils pour les organisations qui se forment dans le secteur des médias et qui représentent spécifiquement des communautés racialisées, comme par exemple avec collaboration avec le Black Screen Office, d'autres organismes qui ont des mandats de recueil de données spécifiques auprès de communautés qui sont ethniquement différentes. Et il n'y a pas d'autre façon d'approcher ce travail collaboratif pour s'assurer que le travail qu'on fait ait vraiment du sens pour les communautés qu'on veut desservir. Alors, toujours nous poser la question, pourquoi et pour qui on recueille ces données? Et je crois qu'en tant que bailleur de fonds, il faut qu'on se pose la question, comme quoi, dans le passé, on a eu des approches différentes par rapport à l'auto-identification. Et à ce point, ce stade-ci, on est arrivé à un stade où l'auto-identification par tous est la seule façon de pouvoir obtenir des données qui soient signifiantes. Donc, plutôt que dire on va faire un programme ciblé pour cette communauté, il faut être présent pour cette communauté, ces choses vont se faire parce qu'il y aura toujours des besoins distincts, différents, mais pour le point de départ, il faut qu'on puisse savoir si vous êtes blanc, ou quelle est votre communauté culturelle avec laquelle vous vous identifiez, et avoir donc des catégories qui sont représentatives de tous nos demandeurs qui participent au système. Merci. Donc, je vous demande d'être très bref. On n'utilise pas de protocole d'auto-identification. Donc, c'est vraiment à travers des conversations, des échanges. La plupart du travail se fait à travers le processus d'engagement direct avec les groupes. Donc, l'auto-identification ne fait pas partie de notre processus. Mais dans notre programme de formation pour les stages, on veut s'assurer que l'on va chercher des critères très diversifiés. Et donc, que les bénéficiaires ne soient, par exemple, pas juste de la ville de Toronto, mais à l'extérieur, et qu'il y ait également des demandeurs racialisés, puis également de gens différents.
Donc, c'est comme ça qu'on approche ce défi, mais on continue à essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut s'améliorer pour fonctionner de façon la plus transparente possible. Alors, pour ce qui est de l'auto-identification, on a également un processus triangulaire. Donc, l'auto-identification des demandeurs et des récipiendaires. Donc, on a une longue histoire de recueil de données sur l'auto-identification. Donc, 90% des demandeurs s'auto-identifient. Et puis, il y a 2 ans, on a lancé un projet de correction de la collection des données démographiques. Et ensuite, pour ce qui est du public, de l'audience, on ajuste nos questions pour recueillir de l'information sur les objectifs, sur le public, les différents aspects ou spécifications du projet. Donc, on est en train de revoir nos formulaires d'auto-identification pour s'assurer d'inclure la diversité. Je m'excuse, loin de la pression, il nous reste vraiment très, très peu de temps. Alors, on travaille avec des organisations, avec différents groupes avec lesquels on s'assure d'avoir une bonne diversité de demandeurs. Donc, autant pour voir la représentation des différentes tranches d'âge que des différentes origines. Alors, merci à vous tous pour ceux parmi vous qui écoutez. Il va y avoir un sondage qui sera disponible. Alors, je vous invite à rester avec nous pour le prochain panel, donc développer la stratégie numérique avec les données. Donc, dans ces temps, changement, nous dépendons beaucoup, d'autant plus maintenant, nous dépendons de vous et de la qualité de votre travail. Alors, merci beaucoup et je vous souhaite une bonne suite de la journée. Merci d'avoir été là.